Bonsoir à tout le monde. Merci pour l'accueil et merci d'être présent pour nous écouter et discuter aussi après cette présentation. Alors nous sommes Bento Architecture. Nous sommes une association de 3 architectes basés à Bruxelles. On a créé du coup Bento en 2019, donc c'est assez récent. Ça fait à peine 4 ans en soi. En fait, on travaille principalement, les thématiques qu'on aborde sont principalement liées à la décarbonation, à la recherche autour de matériaux géosourcés, biosourcés, des matériaux de nature culture, et on fait des croisements avec des techniques ou des savoir-faire et des savoir-vivre qu'on peut retrouver en fonction des sites qu'on aborde. La conférence qu'on va vous présenter aujourd'hui va se passer en trois étapes, 3 parties, qui correspondent. La première partie correspond à la matière, aux matériaux, à l'architecture. Ça correspond en réalité à 3 échelles qu'on essaye d'aborder dans notre pratique, qui sont liées en fait à la recherche empirique, qui nous amène à penser en termes de matériaux, vers la question du territoire et de l'architecture. Donc la matière qu'on a décidé de présenter aujourd'hui en particulier, c'est le mycélium. Donc qu'est-ce que le mycélium? C'est la partie végétative du champignon. Donc c'est un réseau filamenteux qu'on retrouve en réalité dans les sols. Donc c'est pas le champignon c'est le carpophore, c'est le fruit en fait d'un arbre qui est composé en fait de d'ifs qui sont les branchements du mycélium. Donc les étapes, par exemple, pour parler de production, même si c'est un mot qu'on verra plus tard, qui est un mot de l'ancien monde, on préfère utiliser des mots comme génération par rapport à ces questions-là. Mais ça, on en reviendra plus tard avec Venise notamment. Donc pour en fait faire un mycomatériau, on prend un substrat végétal, qui est un déchet agricole, qu'on stérilise. Donc là, la partie qu'on voit ici tout en haut à gauche, c'est la stérilisation. Donc on peut l'effectuer en pasteurisation ou en stérilisation. C'est-à-dire qu'on chauffe le substrat, on empêche qu'il y ait des contaminations en réalité au sein même du substrat. Ensuite, on vient prélever un bout de mycélium qu'on a préalablement été chercher. Par exemple, nous à Bruxelles, on a commencé dans un laboratoire garage où on allait chercher des souches de mycélium en forêt de soigne, directement sur des types de champignons qu'on pouvait trouver localement à Bruxelles, notamment du Ganoderma lucidium, qui est notre champignon favori en tout cas le mycélium. Et une fois qu'on a ce substrat stérilisé, on vient inoculer le substrat par cette souche qu'on a préalablement clonée dans notre labo. Ensuite, il y a le temps de la génération. Donc le mycélium vient proliférer au sein même du substrat, qui vient en fait créer une matrice qui vient digérer le bois, notamment la lignine qui est contenue dans le bois. Donc là, par exemple, c'était des tests, bon, ça date d'il y a 4-5 ans du coup. Et c'est la logique de mouler en fait. Ce qui est intéressant, c'est que le mycélium vient à l'intérieur d'un moule prendre la forme. Donc ça nous amène à penser autrement en termes de moulage, de coffrage, etc. Donc là, on voit par exemple des tests effectués pour valider des recettes, notamment pour reprendre cette idée de plug. Donc ensuite, on arrive à la phase matériaux, donc les mycomatériaux. Du coup, après tout, donc on a passé environ 2 ans, 1 an et demi, 2 ans à faire des recherches de manière un peu empirique, à croiser différents mycéliums avec différents substrats et différents déchets qu'on a trouvés en fait sur le territoire bruxellois. Euh, à quoi ça nous a amené? Ça nous a amené déjà à découvrir le matériau, donc le mycélium qui est un organisme vivant, à apprendre à travailler avec quelque chose de vivant et du coup apprendre à prendre soin et aussi à retravailler la notion de temporalité dans l'architecture et dans les matériaux. Donc ça, c'est environ tous les tests qu'on a fait, une partie des tests qu'on a fait de manière assez empirique. Donc on n'est pas du tout des scientifiques de base. Du coup, on a avancé par l'erreur. On a essayé, on a essayé, on a essayé, et on a croisé nos recherches pour pouvoir ensuite arriver à des résultats qui étaient satisfaisants pour des recherches données. Donc avec le mycélium, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus aérien, et avec un matériau qui a beaucoup plus d'air qu'on pourrait potentiellement utiliser comme des isolants, ou alors quelque chose de beaucoup plus rigide, alors qu'on va pouvoir utiliser en matériaux, en briques de remplissage par exemple.
Donc, après plusieurs expériences, on a d'abord voulu travailler sur quelque chose, trouver la recette la plus rigide possible. Donc, on a en 2-3 semaines, en fait, le processus est très simple. En 2-3 semaines, on vient faire pousser le mycélium dans un substrat, dans un moule pour lui donner la forme qu'on veut. Et en fait, ce qu'on a découvert un peu par hasard lors d'un séchage d'expérience, c'est que on a beau stopper la prolifération et la croissance du mycélium, une fois qu'on le remet dans des conditions qui sont adéquates, en fait, le mycélium vient se réactiver et vient en fait recréer de la matière et refusionner avec ses pairs. Donc, par exemple, là, ce qu'on voit juste ici, c'est 4 briques qu'on avait simplement empilées les unes sur les autres. Non, 4. Ouais, là, 4. 4 briques. Le pied. Et en fait, en séchant, les briques elles sont venues refusionner les unes avec les autres. Donc c'était partir d'une unité de briques pour arriver jusqu'à une unité de mur. Et de là, ça nous a aidé à réfléchir de comment en fait on pourrait réfléchir le mycélium dans un ensemble et dans une matrice complète. Comment on pourrait réfléchir à des unités de remplissage en fait sans mortier et uniquement avec le mycélium. De là, on a voulu sortir un peu notre garage et en discuter un peu avec les gens, avec le monde qui nous entourait, parce que quand on racontait qu'on travaillait avec les champignons, c'était un peu compliqué. On a vite, surtout dans l'architecture, peur du champignon. Le champignon, c'est du pourri. Le champignon, c'est un problème d'humidité et de ventilation des locaux. On essaie au maximum de les éviter. Du coup, on a voulu retranscrire un peu tous nos tests dans un mobilier qu'on devait exposer aux Beaux-Arts de Bruxelles dans le cadre d'une exposition. Ça nous a permis surtout d'en parler et de faire pousser, de faire toucher à tout le monde un peu la matière et de voir que ça a un certain potentiel et surtout de tester autre chose qu'on avait trouvé assez intéressant. Donc ça, c'est juste après. On s'est rendu compte pendant nos expériences que on pouvait, donc le mycélium il va venir encager en fait la matière végétale qu'on va lui donner et on s'est rendu compte que dans la période de pousse, si on venait mettre un bois en attente, en fait, le mycélium va venir, donc le mycélium c'est comme plein de petits doigts, il va venir vraiment s'accrocher au bois et au séchage, en fait, ça va faire que le bois il va vraiment fusionner avec le matériau. Et du coup, là, on s'est dit, tiens, comment juste d'un matériau qui s'autogénère, comment avec une structure rigide, comment on pourrait réussir à aller un peu plus loin, comment on pourrait penser à des remplissages et à des potentielles constructions structurelles avec le mycélium. C'est ce qui a donné le tabouret. Tu veux passer sur l'installation ? Merci les garçons pour vos explications. Donc ce qui est intéressant, la structure de la conférence pour le moment, elle reste encore chronologique. Et pour là, une présentation face à encore des étudiants ou certains professionnels que nous connaissons bien, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, on a commencé notre pratique quasiment à la fin des études. Et donc en fait, ce début un petit peu bricolé correspond aussi à des questions que tu te poses quand tu sors de l'école. Et donc, la structure est chronologique, parce que tu commences effectivement sur des petits éléments que tu valides, tu vas pas à pas, et tu veux progressivement changer d'échelle. Donc, de l'échelle de la brique, on est passé à l'échelle du tabouret. Et ensuite, quand on a vu, donc vous avez vu des noms à chaque fois de recettes. Donc ça, on part de la grille, on valide une recette, et après, on extrapole et on agrandit. Donc, on avait été invité en 2020, je crois, au Centre d'art contemporain du Luxembourg belge à faire une installation. Donc on était invité à faire une résidence d'1 an. Donc là, vous voyez l'image de synthèse. Donc c'était une ancienne forge, donc tout au sud de la Belgique, dans un territoire très beau, assez sauvage. Et ce lieu avait été une ancienne production de métaux au XVIIe, une ancienne forge. Donc on a voulu en fait construire un four à céramique, donc qui était en partenariat avec des amis, donc Futurs Primitifs, qui eux faisaient les céramiques. Et nous on devait faire un objet utile mais qui était aussi une sculpture dans le paysage, qui était donc ce four qu'on voit en image de synthèse. Donc toujours dans la même logique, on voit le numéro MB15, donc on avait validé une recette. Est-ce que c'est un tiers de chanvre, un tiers de sciure, un tiers de copeaux, etc. Il faut trouver la balance. On avait pris confiance après le tabouret, on s'était dit qu'on construirait donc ce four en céramique avec une base en bois brûlé et un habillage en mycélium. Sauf que cette prise de confiance on a été en tout cas ramené à la dure réalité, donc travailler avec le vivant. Et justement, la question du changement d'échelle, c'est que l'entièreté de nos sacs ont été contaminés. Parce que le mycélium, c'est le champignon sain, qui est le réseau, qui est le liant en pousse d'un substrat dont on a parlé,
quand le ciment est un liant hydraulique qui fait sa prise chimique avec des gravats, et l'argile est un liant qui fait une prise mécanique avec aussi des gravats minéraux. Là, c'est un corps végétal avec un liant en pousse. Toutefois, quand il y a ce champignon vert qu'on appelle le trichoderma qui arrive, les structures du mycélium sont détruites et elles sont mangées par ce nouveau champignon. Donc, ça nous a en tout cas donné une leçon de voir que le changement d'échelle n'est pas simplement une histoire de fonction, que c'est un peu plus difficile que ça. Donc il a fallu improviser dans l'urgence de l'expo. Donc vous voyez Florian ici utiliser la technique japonaise au bord de l'étang sur le site pour trouver une alternative, parce qu'on est architecte avant tout, comme vous dans cette salle, et il faut trouver sur le chantier des solutions alternatives désirables et séduisantes. Donc là on a fait tout un habillage. Vous voyez le four en fonctionnement dans la ruine, et on a fait tout un habillage en bois brûlé que vous voyez ici. C'était simplement pour dire que cette transposition est plus difficile. Malgré tout, l'apprentissage de cette étape-là nous a amené à vouloir continuer à réfléchir sur le changement d'échelle. Donc encore une fois, quand on est étudiant, qu'est-ce qu'on fait après? Donc on commence à expérimenter, nous, et puis on s'est dit qu'on allait commencer à faire des concours. Se disant qu'on aimerait sortir de l'échelle du design, de l'échelle de l'installation, et essayer d'englober de manière plus générale un engagement sur une forme de pensée, l'archi, on a décidé de candidater à Europan. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît dans la salle. Donc, Europan, c'est un concours européen d'archi qui a au moins 30 ans, je pense, qui a été lancé, je pense, en France. Mais maintenant, il y a une vingtaine de partenaires de pays européens, et chaque 2 ans, donc là, les résultats viennent d'être donnés pour la nouvelle édition. Il y a donc 20 pays partenaires avec plusieurs villes. Donc nous, on a candidaté à Bruxelles. Donc ici, le bâtiment qu'on voit, donc c'est le CIVA. Donc ce qui est ironique, c'est que donc, le CIVA est le centre d'architecture moderne de Bruxelles, et nous avons proposé de le transformer, donc le centre d'architecture moderne, lieu de la machine à habiter, de le transformer en écosystème programmatique, qui est un centre d'architecture pour les matériaux régénératifs. Donc en fait, Europan, vous proposez un projet, un programme et un texte qu'on a transformé en manifeste, qui nous permettait de poser à un moment un jalon sur notre pratique et de prendre un peu de distance. Donc voilà, on a proposé donc ce centre qui se structure en 3 grandes parties. Donc une première grande partie qui s'inspire des grands ateliers de l'île d'Abo entre Lyon et Grenoble, donc qui est une halle à échelle 1, qui permet donc d'aborder la question de l'expérimentation, la construction. Donc voilà, on avait proposé un grand système de poutres habitées, renversées en bois, qui traversait toute la halle pour générer des grandes hauteurs avec enduit terre, donc plaque en inox en soubassement pour protéger des éclats. Voilà, et ça posait la question de notre pratique. Elle a commencé par l'expérimentation. Moi, j'ai fait le DSA à Cratère, donc expérimentation autour de la terre crue, aux grands ateliers. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui te permet vraiment de rentrer dans une connaissance un peu plus réelle de ce que peut être la matière et comment elle réagit. On a donc la partie centrale qui était le forum, qui accueillait des dortoirs, des vestiaires, une salle de conférence, etc., pour faire fonctionner le tout ensemble. Et la dernière partie, donc là on voit la jonction entre le nouveau bâtiment paré de mycélium et le vieux bâtiment en briques bruxellois. Et la dernière partie qui était la plus importante, qui était la microfactory. Donc qu'est-ce que ça posait comme question, ce projet? On parle toujours de rénovation thermique des bâtiments, donc, dans un contexte urbain dense, et à Bruxelles, en 2015, selon Pierre Lacomte, il y avait 1,6 million de mètres carrés de bureaux vides. Donc ça pose une grosse question de foncier et une grosse question de ressources à l'heure où on dit de faire avec le déjà là, et on interroge le fait de construire du neuf. Donc nous, on a proposé de transformer ce bâtiment en lieu de production de panneaux isolants à base de mycélium. Ça, c'était un petit peu notre dada. À ce moment-là, on essaie de se diversifier un petit peu maintenant, et de en fait transformer les 3000 m². Donc là, vous voyez la coupe dans le sol. En fait, il y a 3000 m² de sous-sol qu'on proposait, donc qui était totalement sombre, de transformer en lieu de production. Donc vous avez compris le principe d'incubation, de prolifération pendant 3 semaines. Et donc là, si vous regardez, en fait, tout le bâtiment fonctionnait avec donc, tout le cycle de la production, qui était fonctionnel grâce en fait à nos phases d'expérimentation pendant 2 ans. Donc vous voyez, donc je ne sais pas si on verra la souris. Où est-ce qu'on voit la souris? Ouais. Donc là, en fait, la logique, c'était qu'à l'arrière, le camion arrivait avec les substrats, donc la matière première qui était stockée ici à l'arrière, sur tous les racks. On arrivait dans le bâtiment, on faisait la mise en sac, la stérilisation, ça partait dans le monte-charge, et ensuite c'était transformé progressivement pour être mis en sac, produire les panneaux terminés, palettisés, partaient dans le monte-charge et repartaient dans la ville. Donc il y avait une logique en fait de produire
de l'isolation et en fait de l'architecture, transformer un bâtiment en disant c'est 3000 m², en fait on pourrait reproduire cette action sur des tours de bureaux qui sont vides en les transformant en lieu de production de matériaux isolants et se positionner sur la rénovation thermique. Parce que si on rénove les millions de mètres carrés avec des isolants issus de la filière pétrochimique, ça n'est pas durable non plus. Donc on voit nos petits bonhommes que vous allez retrouver sur tout le long de la conférence. À ce moment-là, donc, parce que Europan reste un projet théorique, on prétend tendre à la commande, mais très peu de projets en fait sont. Donc on avait été lauréat, mais très peu de projets en fait sont menés au bout. Donc, ça a été une déception, mais à ce moment-là, on s'est dit, il faudrait qu'on continue le changement d'échelle et l'engagement de la pratique de manière un peu plus large. Et on s'est dit, ce serait chouette de construire un pavillon. Bon, on a eu la chance d'en gagner un chouette. Donc on a candidaté, donc il y a un concours public en Belgique, qui est donc chaque 2 ans, donc il y a la Biennale d'architecture de Venise. Un coup sur 2, donc c'est la communauté francophone et un autre la communauté flamande. Et la politique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la cellule architecture qui donc lance les concours, ça c'est important quand on est jeune archi, comment accéder à la commande et à quel concours on peut postuler. En fait, c'est un concours ouvert. Et en fait, la posture des commanditaires, c'est de laisser ouvert à tous et à toutes, sans forcément trop de références. Et en fait, vu qu'on avait gagné Europan, ça nous a donné confiance et on s'est dit, pourquoi pas candidater à la Biennale d'architecture. Donc nous avons candidaté et nous avons donc gagné le concours il y a maintenant 2 ans et nous avons fait équipe avec la philosophe Vinciane Després, donc qui est une philosophe liégeoise qui, elle, travaille sur les relations aux non-humains, aux non-vivants, etc. maintenant depuis 40 ans et fort en lien, en filiation intellectuelle avec notamment le philosophe Bruno Latour. Donc, vous voyez ici l'image, qui était l'image de la conférence. Donc, le principe du pavillon, c'était de faire le pont entre sciences sociales et architecture et de poser la question comment penser l'architecture dans un monde de ressources finies. Donc, en partant de la problématique du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc nous avons voulu parler d'acteurs issus de la région, de la fédération, de matériaux naturels issus de cette région et de les transformer dans une architecture située. Parce qu'à la fin, si nous, on ne voulait pas ouvrir juste des portes, on ne voulait pas de blabla, on voulait construire donc un espace démonstrateur qui parle de matériaux, de filières et dans la géométrie d'un pavillon donné. C'est-à-dire que le pavillon belge, j'en parle après. Le pavillon belge, c'est un bâtiment donc, en croix. Donc, en fait, pour le concours, vous avez une carcasse vide et vous proposez la thématique et la scénographie. Donc, en fait, le pavillon belge, pour ceux qui ne sont pas allés à Venise, c'est un bâtiment en croix, symétrique, avec une grande pièce centrale et des pièces périphériques. Chaque pièce a son puits de lumière. Donc nous, on a voulu structurer le pavillon en 3 temps, qui était donc le passé, qui était plutôt toute la genèse du pavillon, l'histoire des producteurs et l'histoire des matériaux. Le présent, donc, qui est l'image là que vous voyez ici, donc, qui est plutôt un démonstrateur avec ces matériaux-là. Une dalle en pisé, une ossature de bois de hêtre issue de la forêt de Soignes au sud de Bruxelles. La dalle en pisé vient de terre d'excavation de BC Materials, donc c'est une entreprise bruxelloise qui transforme des terres locales et du béton concassé issu de chantiers de démol pour faire des matériaux prêts à l'emploi, pisé, enduit, etc. et une vêture en mycélium. Donc on a voulu dans ce démonstrateur créer une séquence très simple basée sur des dualités ombre-lumière, puisque quand en fait vous arrivez, on est venu, c'était la coupe de principe dès l'esquisse du projet, en fait de venir s'aligner sur le puits de lumière, faire une espèce d'espace cathédrale comme ça. Donc quand vous rentrez, vous voyez juste l'arrière de. Bonsoir. Pour mettre la honte un peu, je rigole. C'est horrible. Pour voir juste l'arrière de l'ossature et en fait devoir tourner autour de l'installation pour découvrir un espace baigné de lumière. Donc on a le minéral au sol, le végétal en paroi, la lumière qui vient, donc l'obscurité autour et l'acoustique était assez horrible dans le pavillon avant de construire cette installation et en fait l'espace était vraiment agréable. Agréable par sa texture, par la ductilité, la tactilité du mycélium et vraiment ça a absorbé aussi le son, donc on était vraiment dans un espace assez méditatif dont je vais vous parler par après. Allant en fait dans la lignée de nos premières années assez expérimentales, c'était un grand défi, donc il a fallu quand même accompagner un processus de fabrication de matériaux un petit peu risqués. C'est-à-dire que là, on a compris avec l'installation dans le centre d'art qu'on n'était pas producteur et que ce n'était pas du tout notre envie. Donc, on s'est mis en lien avec Permafungi, donc, qui est un producteur de mycélium. Mais fort de nos expériences d'avant, on avait une expertise sur les recettes, sur comment penser la distribution granulaire, parce que qu'on soit en terre crue, en béton,
Ou en mycélium, en fait, un matériau, c'est un empilement granulaire, plus ou moins de vide, plus ou moins de corps. Et donc, en fait, ça, on en avait une expertise et on a développé des outils spécifiques pour accompagner les producteurs. Donc là, vous voyez, donc on a produit donc un contre-moule avec notre designer Corentin Mailleux. Un contre-moule, donc en fait, voilà, qui est la pièce sur laquelle on va pouvoir venir thermoformer le moule que vous voyez ici en plastique. On a fabriqué une presse artisanale pour maintenir une densité suffisante. Le processus a été amélioré par après, mais ça a vraiment commencé comme ça, avec une presse qui permettait de comprimer les substrats que vous voyez ici dans le moule, avant l'inoculation du champignon qui allait venir saturer le moule pour avoir les 650 panneaux. Donc on voit ici, une fois que ça a commencé à proliférer, on voit là les ifs de mycélium qui commencent à venir vraiment territorialiser l'ensemble du moule. Ensuite, il faut pouvoir sécher l'ensemble des panneaux. Et à la fin, il y a une espèce de croûtage, une étape de croûtage. Donc en fait, ça crée une espèce de peau de protection hygrophobe. On a travaillé donc de concert aussi avec des producteurs de bois de hêtre de la forêt de Swan, donc Sonian Wood. Donc on voit ici donc les grumes découpées, un très beau bois massif, un peu rosâtre comme ça. Et donc on a développé un prototype échelle 1 pour valider la commande. Donc vous voyez ici les systèmes de contreventement horizontaux. Bon, ça va. Le directeur va nous sauver. Je continue ou... Ah, c'est bon. Donc là, je peux continuer. Et maintenant, je vais vous parler du montage, parce que c'est quand même vachement plus intéressant de voir des photos de chantier. Ça montre après donc 6 mois de préparation. Ce qui a vraiment été un enjeu, c'est qu'on travaille avec des petits producteurs, ce sont des toutes petites entreprises à Bruxelles, et il a fallu vraiment penser tout le calendrier du montage avec les ressources qu'on avait. Donc une dalle en terre en pisé. Donc on a calculé tout le planning de chantier. Donc le producteur a calculé la teneur en eau du pisé pour qu'il puisse, le temps d'arriver en camion, pouvoir être directement mis en œuvre sur le chantier. Et qui dit pisé dit qu'il faut penser à un système de coffrage qui va pouvoir reprendre les charges horizontales. Donc vous voyez ici, sur la première photo, un coffrage qui est en 2 parties. Un coffrage fixe qui allait être un coffrage perdu sur lequel on allait venir poser tout le bardage en hêtre, et une partie au-dessus qui allait pouvoir être enlevée, qui allait être juste le guide. Pour pouvoir, en fait, le pisé, c'est vous partez de 14 cm et vous compactez par couche. Donc là, c'est une seule couche, puisqu'on n'a que 7 cm de chape de pisé. Et donc on est parti d'à peu près 12 cm pour arriver à 7. Donc il nous fallait un guide. Donc vous voyez ici tous les renforts qui permettaient de venir en fait tenir sur les murs périphériques les charges qui allaient être exercées. Donc le pisé, c'est une compaction par couche. Donc là on voit, il y a une première, donc on vient déverser la terre. Ensuite il y a une première compaction. On voit Charles à pied d'œuvre en train de pré-compacter sur des plaques. Ensuite on arrive avec le pisoir pour compacter, et ensuite la plaque vibrante. Donc, une fois que ces étapes ont été réalisées et pendant le temps de séchage de la dalle, on a commencé à monter donc là, toute la vêture. Donc on commence à voir donc, ces espèces de grandes colonnes longilignes. On avait des sections de 4 par 4 cm, donc c'était vraiment élastique et ça a été calculé parce que le bois était encore jeune. Et les producteurs nous ont dit il faut partir sur des sections encore assez meubles pour que ça puisse travailler et qu'on puisse encore pouvoir reprendre la ligne ici du plénum. Donc on voit les premiers renforts verticaux ici avec les contreventements là, qui viennent donc lécher le vélum. Les petits détails ici de parquet qui étaient aussi du parquet massif ici qui crée un emmarchement sur toute la périphérie, et ici une tablette qui venait délimiter le point de départ de la vêture en mycélium. Donc on voit ici la photo donc, de la genèse de l'idée sur la photo de gauche, qui est cette lumière qui vient juste au niveau du sol. On distingue simplement 3 trames, parce que c'était une trame de 50 par 50. On voit simplement 3 trames dans la petite porte d'entrée du pavillon. Et en fait, quand on va rentrer, on se rend compte que la structure fait 6,15 m de haut. Donc ce contraste-là était assez beau. On voit ici le montage donc, des panneaux avec l'entreprise de montage Rébiennale qu'on avait choisi, puisque c'était une entreprise de montage engagée à Venise et qui notamment... c'est une entreprise activiste et qui réutilise les matériaux localement dans des projets sociaux. Donc là, toute la structure bois va dans un projet de petit équipement sportif extérieur à la Giudecca et Nîmes à Venise. On voit ici donc toute la vêture qui est en train d'arriver avec donc les panneaux qu'il fallait calpiner. On était au niveau du sol avec les 2 échafaudages qui étaient sur des plaques d'OSB pour pouvoir protéger la dalle en pisé qui n'était pas encore totalement sèche. Donc ça, c'était un défi et on a pu réaliser ça en une semaine. Donc là, on voit les photos
finale de l'installation. Donc voilà, cette structure avec son petit emmarchement, la lumière qui vient lécher la dalle en pisé qui venait d'être cirée. Parce qu'à la fin, la dalle est cirée avec 3 couches, 2 couches de wax liquide qui est de la wax à base de cire de carnauba et une dernière couche sirupeuse qui est appliquée avec un polisseur. Donc on voit ici cet espace autour plus sombre. Là, on est déjà sur l'arrière au droit des entrées. Donc en fait, on rentre de l'autre côté ici. On est vraiment confronté à une grande paroi sur toute la longueur, donc qui fait 12 mètres de long par à peu près 5,80 m de large par 6,15 m de haut. Donc en fait, on vient tourner autour de cette ossature pour pénétrer ensuite par l'arrière dans l'espace baigné de lumière. Et donc dans les pièces périphériques, à chaque fois, il y avait une thématique dont je vais vous parler juste après. Donc là, on voit l'espace central avec ses 650 panneaux de mycélium. Chaque panneau est différent. Là non plus, nous n'avons pas été totalement au bout de nos peines. En tout cas, là, c'est le résultat final qui est satisfaisant. Mais travaillant avec le vivant, on a aussi eu des sueurs froides pendant le montage. On a eu à peu près 15% de panneaux contaminés. Donc, il faut post-traiter avec de l'alcool en surface pour que le mauvais champignon ne prolifère pas. Donc, ça reste toujours quelque chose en suspens. Voilà, mais en tout cas, c'était l'optique de travailler à quelque chose de déjà plus grand. Ça a permis de montrer le mycélium à 300 000 personnes et ça nous a permis aussi juste de démontrer qu'on pouvait construire un bel espace très simple. C'est vraiment une séquence très simple. On est venu simplement lécher le puits de lumière, tourner autour, se baisser. C'est vraiment un rudiment spatial qu'on a voulu mettre en scène. Là, on voit le rapport au ciel, enfin, le rapport au vélum surtout. Ici, les petits détails, donc des panneaux qui venaient tomber. Ça a été une grande discussion, la manière de fixer les panneaux. On en a débattu avec certaines personnes dans la salle. On a eu quelques sueurs froides. Certains nous sont échappés, certains se sont décollés, mais voilà, c'était une première étape. À la base, on voulait tous les ficher avec des bois en attente, etc. Mais chaque chose en son temps. Et là, on voit les petits éléments en moisage là, qui viennent souligner donc, la ligne finale avec les toutes petites colonnes en bois qui font l'espèce de piétement comme ça. Donc, je vous ai parlé des pièces périphériques. Donc, il y avait et des 3 temporalités, le présent, le passé, le présent et le futur. Donc là, c'est le passé, donc l'autopsie du pavillon. On a fait une table sur laquelle on a disposé donc, les matériaux ou des outils qui ont été fabriqués spécialement pour le pavillon. Donc ici, c'est le mélange de terre à piser. Donc on voit ici du béton concassé, qui est un substitut des cailloux, qui est utilisé dans le pisé. Donc le pisé, chaque matériau a un spectre granulaire, donc un fuseau granulaire. Donc là, on a des cailloux qui sont du béton concassé, 2 types de sable, un sable fin issu de Bruxelles, un sable plus granuleux qui vient de la Meuse, donc une rivière au sud de la Belgique. Des graviers et ici de l'argile rouge. Ici, c'était le mélange utilisé pour les panneaux de mycélium. Donc là, on avait un corps de paille avec du marc de café qui était la nourriture du mycélium, un sac de blanc de mycélium, les assemblages du mobilier qui a été fait le plus possible sans colle, qui étaient des assemblages. Ouais, j'ai parlé trop vite, pardon. Le plus possible avec des assemblages mécaniques faits à la CNC et ici donc les outils pour les panneaux. Ensuite, je vous ai parlé du présent et donc maintenant je vais vous parler du futur, qui étaient les 3 pièces périphériques. Donc comme on vous a dit, nous dans le concours, on s'était dit pas de blabla. Dans beaucoup de pavillons, on est en fait saturé d'informations. On s'est dit il faut qu'il y ait 2 possibilités de lecture. Une lecture sur 1 heure, on prend le temps, on a choisi de visiter ce pavillon et de rentrer dans la thématique, ou alors de rentrer 10 minutes et en fait d'être impacté par la thématique, mais sans forcément entrer dans tous les textes. Donc ça, l'installation centrale, je vous en ai parlé. Et on voulait quand même, la vêture dans l'installation centrale n'est pas l'utilisation la plus intéressante du mycélium. Donc on a quand même voulu laisser ouvertes les portes que ce matériau assez génial ouvre, mais qui sont plus difficilement adaptables concrètement là sur une échelle d'installation de 150 mètres carrés. Donc la première pièce, parce que les concepts sont importants, on va en parler après, Saflo, tu pourras faire un mot là-dessus sur le partenariat avec Vinciane qui va revenir. Donc la première pièce, c'est génération. Donc on a voulu montrer les capacités du mycélium à travailler plutôt en compression. Donc avec des blocs, on a montré la matière première. Donc ici, c'est vraiment le blanc de mycélium qui depuis a fructifié. Parce que le champignon que vous connaissez, c'est le fruit. Le mycélium, c'est le réseau souterrain. Une brique, 2 briques qui sont réassemblées, qui permettent de montrer comment en fait on pourrait, comme on a dit, penser à des unités de mur avec des éléments non plus maçonnés, mais proliférés, je ne sais pas comment on pourrait dire. Ici, une brique a été incubée avec simplement un élément d'ossature. Si on a un peu d'imagination, on commence à se dire qu'on pourrait imaginer toute une ossature bois
rempli d'un matériau mycélique qui aurait poussé en labo avec des panneaux préfa qui permettraient de en fait, venir directement mettre en œuvre sur le chantier. Et ici, c'était une grille en 3D qui permettait de montrer comment le mycélium pouvait venir saturer une trame. Ici, c'était la salle territorialisation pour simplement montrer dans un incubateur sur site les propriétés de pousse de ce matériau, parce que la plupart des gens ne connaissent pas. Donc, une brique, ça reste une brique, mais là, c'était de montrer comment le substrat allait petit à petit être totalement saturé par le mycélium, territorialisé, comme on l'a défini avec Vinciane. Et enfin, la dernière pièce, c'était la pièce régénération. Donc là, ça a été fait en partenariat avec une université bruxelloise, la VUB, l'université flamande de Bruxelles, donc, qui était une pièce assez intéressante, parce qu'il y a 10 échantillons de cuir, de assimilé cuir mycélique, dont les 3 derniers étaient les plus intéressants. Sur celui-ci, une entaille de 1 cm de large sur à peu près toute la longueur de l'échantillon a été faite. 3 jours après, l'échantillon a été réincubé, on voit simplement une cicatrice. Donc en fait, le mycélium a repoussé pour se réparer lui-même. Et le dernier échantillon, qui était après 6 jours de réincubation, on n'avait plus aucune trace de l'entaille qui avait été faite sur 1 cm. Faire un mot peut-être sur le catalogue, qui était aussi un objet important. Oui, bah, c'est vrai que le catalogue aussi a été un élément hyper important aussi dans la présentation du pavillon, notamment parce que c'était aussi le moment pour nous d'essayer d'aller plus loin en fait. Donc dans notre recherche, dans notre pratique, on est dans le temps présent en tant qu'architecte. Ben, on a les mains dans le cambouis, on essaye de faire des matériaux qu'on peut utiliser directement, mais dans la recherche, ce qu'on essaye de faire du coup depuis 4 ans, c'est poser des questions. Et pour le catalogue, on s'est dit que c'était aussi un moyen de créer des nouveaux récits, un peu comme ce que explique Anna Tsing, c'est le moment aussi de raconter de nouvelles histoires. Du coup, on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'imaginer une spéculation narrative, et du coup de partir du pavillon comme un point de départ pour s'affranchir peut-être de normes, pour s'affranchir en tout cas des normes liées aux mycomatériaux dans l'utilisation directe en architecture, et d'arriver en 2050 où on aura un déplacement en tout cas de l'Anthropocène, on serait dans une nouvelle ère qui serait la mycélocène, on a appelé ça comme ça. Et du coup, on serait en 2050, les mycéliums arriveraient à nous communiquer des choses, on arriverait à potentiellement imaginer des maisons qui poussent, avoir des matériaux qui se régénèrent entièrement, comme on a pu l'évoquer dans les 3 pièces annexes, mais essayer d'imaginer en fait plus loin. Et pour nous, c'est assez important cette dimension. Du coup, on la structure aussi comme ça dans notre bureau d'architecture, c'est d'avoir une société, en tout cas une Bento Architecture SRL, je ne sais pas comment on dit en France. SRL, c'est pas loin. Et d'avoir ce statut de recherche qui est une association de loi 1901 en France, je pense, et une ASBL en Belgique. Et en fait, on a ce pôle de recherche qui vient nourrir en fait notre pratique. Et c'est assez important, en tout cas pour nous, d'avoir ces 2 lignes. Et c'est pour ça que dans la partie recherche, on s'est aiguillé vers l'art contemporain assez vite pour justement quelque part s'affranchir de ces normes, pour pouvoir poser les questions, pour pouvoir après peut-être nourrir notre pratique. Et du coup, dans ce livre, Vinciane nous amène aussi à penser en termes des mots qu'on utilise en tant qu'architecte, notamment quand on collabore en fait avec le vivant. Là, on a utilisé par exemple le mot collaborer au lieu de travailler, parce qu'on a peut-être un système d'exploitation lié au vivant. On a le mot production, par exemple, qui serait peut-être un mot justement de l'ancien monde qu'on devrait réinterroger. On a des mots comme l'a énoncé c'est Michael G. Hathaway, où en fait, en mycologie, on utilise le terme coloniser le mycélium. Et du coup, on s'est dit, OK, il y a une posture aussi à prendre par rapport à ça, re-questionner les mots que nous utilisons dans le cadre de la mycologie ou de l'expérimentation autour des champignons, et c'est de poser aussi d'autres termes. Là, on a par exemple choisi le terme de territorialiser, donc c'est créer un chez-soi, plutôt que coloniser, comme si c'était inhérent à chaque espèce, même au point de vue du mycélium. Et du coup, ouais, je vous invite à lire le livre si vous ne l'avez pas encore feuilleté en tout cas. Merci à tout le monde.